Marie-Francine vient de le mentionner. La causerie de ce soir est extraite de ce volume-là, qui a été, l'écriture a débuté en 2008, si je me souviens bien, et ça a été publié en juin, le 24 juin 2010. Mais la recherche a duré au-delà de 25 ans. Ah oui, ça paraît. Puis, ça paraît que c'est. Puis on retrouve encore, j'ai eu l'occasion de mettre la main sur un document d'importance qui relate un naufrage dans le Golfe. Et j'ai fait ça au cours de l'été. Le document était complet. Moi, j'avais rencontré une entrevue avec le petit-fils du capitaine à l'époque. Et lui m'a raconté succinctement qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça sont sortis. Et les 5 qui étaient natifs de l'Anse-Saint-Jean, qui étaient sur cette toilette-là, n'ont jamais voulu en parler. Je suppose qu'ils ont trouvé ça trop difficile. Je vous pose une question d'abord pour commencer. Pourquoi la navigation, la construction d'une goélette a-t-elle été si importante ici à Lens? C'est pour le transport, tout ce qu'on a. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route. La première route carrossable en été date de 1920. Quand même. Et l'entretien d'hiver des chemins date de 1950. J'étais tout jeune, j'avais 6-7 ans à l'époque, puis je me souviens de celui qui entretenait l'hiver le chemin. C'était quelqu'un de Saint-Honoré. Et pour que la route 170 soit asphaltée? Entre les années 1950 et 1960, ça s'est fait. On se souvient tous, pour les plus anciens, de la Quémont. La Quémont. C'est quoi ça? C'est une compagnie qui travaillait justement à construire cette route-là. OK. Pour le ministère des Transports. Une compagnie de Drummondville, je pense. Drummondville? Drummondville ou Victoria. Je me suis passé C'est sûr. Puis les chemins étaient ouverts, mais je veux dire, le bas du village n'était pas ouvert. Non, on ouvrait à petite pelle, je me souviens, on ouvrait. Ah oui? Oui, à petite pelle. Mon père était boulanger, Oui. puis il n'y avait pas une tempête, puis il devait nous empêcher de sortir pour livrer le pain. Donc c'était à petite pelle le matin, puis Mais là, le Paul, toute la rue de... à partir de la maison de Michel Ouellet jusqu'à la maison des Cévennes. Il fallait sortir. C'était pas la municipalité qui déneigeait. Non. C'était chaque citoyen. Nos bras. Non. Non. Les petits cimards. Les petits cimards qui perdaient. Mais vous ne peltiez pas, vous tapiez, j'imagine. Pardon? Vous tapiez le chemin. Non, non, non. On transportait même la neige. Avec un pick-up, mon oncle était menuisier, avait fait une voile qui dépassait de beaucoup, dépassait d'à peu près la moitié la partie du pick-up de chargement, et simplement en basculant, la neige partait. Et on allait recharger, on faisait ça. On était en train de la décharger, ça se faisait tout seul. Et on déchargeait en avant de la maison des Cévennes. Bon. Eh bien, Depuis sa fondation en 1838 jusqu'à vers 1960, donc le transport maritime a eu une importance majeure en Saint-Jean. Parce qu'il n'y avait pas de route carrossable qui était sécuritaire à l'époque. Et les résidents qui désiraient se rendre soit à Chicoutimi, soit à Québec ou à Montréal, ils devaient emprunter les bateaux de la Canada Silstein, où, en premier lieu, c'était une autre compagnie qui avait ça, il y a le mot Richelieu dedans, je reviendrai peut-être plus tard là-dessus. Et la navigation s'assurait du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Après ça, c'était fini. C'était l'isolement. Oui. il y avait combien de personnes à peu près à cette époque-là dans le village? C'est difficile de vous dire comme ça, là, de le voir, là, mais certainement 700 à 800 personnes. La population a commencé à croître de façon significative avec l'arrivée du premier curé en 1861. Là, on a constaté un boom démographique important. Et ça a commencé à déborder par la suite la Petite-Saguenay, et ensuite, plus tard, vers 1930, à Rivière-Éternité. Des gens d'ici qui sont partis fonder à cause de la fameuse crise économique de 1929. Est-ce qu'il y avait un agent militaire à l'époque? Est-ce qu'il y avait un agent militaire? Oui, possiblement, oui. C'était qui? Ici, là, je ne sais pas. C'est pas. Non, je n'ai pas cette information-là. Il y avait M. Simard. Monsieur Armand Simard, oui, c'est vrai. Oui.
Il n'y avait pas des boudeurs aussi? Mais moi, celui que j'ai connu, c'est M. Armand. Monsieur Armand Simard, oui. J'étais Oui, jeune. il est mis très jeune. aussi. Donc, c'est à partir de 1875 que la compagnie Richelieu Ontario, c'est la compagnie que je vous parlais tout à l'heure, qui deviendra par la suite la Canada Shipyard, qui commence à s'arrêter à l'Anse-Saint-Jean. Puis c'est là que l'Anse-Saint-Jean va commencer à prendre de l'expansion aussi. Au début, ces grands bateaux blancs qui étaient mus par des autres, vous allez d'ailleurs en voir passer une illustration sur l'écran, passer à l'Anse-Saint-Jean sans s'arrêter parce que le quai n'était pas en eau profonde. Donc, il ne pouvait pas coster. Il y a une petite embarcation qui s'appelait la Mouette, qui était la propriété de la famille Perron, l'hôtel Perron, qui faisait la navette entre ces bateaux de la terre ferme, et ça vers 1890, afin d'assurer l'acheminement du courrier et le transport des passagers. Mais la mouette emmenait ça du gros bateau à ici ou à aller chercher ça loin? Non, du quai ou de l'embarcadère qu'il y avait là, jusqu'au bateau blanc. Le bateau s'ancrait. Oui, s'ancrait au large, OK. en eau profonde. Ils transportaient les gens, les courriers. Pardon? La boîte, Les le hommes. moteur doit rendre. La mouette, c'était un moteur. Je ne pourrais pas vous dire. Ça là. devait être à rame. Oui, parce que la distance n'était pas tellement grande. C'était pas grand. Peut-être quelques centaines de pieds, 2 à 300 pieds peut-être. En 1891, le quai sera rallongé. Et à partir de ce moment-là, les bateaux pourront faire escale lors de leur navette entre Montréal et Chicoutimi. Quand ça que c'était rallongé? 1891. Ah, quand même. On débarquait non seulement des passagers, des touristes, mais également du courrier, des marchandises, et ces dernières de façon beaucoup plus importante avec l'arrivée de l'automne, puisqu'on se préparait pour l'hiver. Donc il fallait avoir tout ce qu'il fallait pour passer l'hiver. Comme en 1891, est-ce que le bateau qui passait tout droit, il s'en allait à Ville-de-la-Baie ou à Chicoutimi? Chicoutimi. OK. En quelle année, Dormarie, que les films ont commencé? Pardon? En quelle année que les films ont commencé? Les? Les films, les goélettes chargées en bois. Dès le début. En 1835, 3 ans avant la fondation de l'Anse-Saint-Jean, quand il y a des gens qui sont venus ici pour prospecter, vérifier pour voir s'il y avait quantité de bois pour être capable de s'installer et surtout coloniser le milieu, il y avait une goélette de construction. Et c'était des travailleurs de la compagnie de la baie du Son qui y travaillaient. On sait que toute la région était sous bail de la compagnie de la baie du Son jusqu'en 1842. Et à ce moment-là, le bail n'a pas été renouvelé. Donc, à partir de ce moment-là, les gens ont pu coloniser et cultiver la terre. Les bateaux à cette époque-là transportaient du bois de ciment avec des pitounes. Les premiers colons qui sont arrivés ici, c'était pour couper particulièrement des pins blancs qui étaient acheminés en Angleterre pour la construction des navires, particulièrement. C'est ce qui les a amenés ici. Mais quand vous dites qu'ils ont commencé à coloniser, est-ce que vraiment c'était permis ou ils squattaient? Quand ils ont commencé en 1838, c'était plutôt une agriculture de survivance. Simplement pour être capable d'assurer leur autosuffisance dans le domaine alimentaire, par exemple le lait, le fromage et la viande. Principalement. C'était pas interdit à l'époque? Oui, c'était interdit. Ils n'avaient pas le droit, mais il y en a qui fermaient les yeux. Puis en 1842, est-ce qu'il y avait plus le droit que le bail de la compagnie de la Oui. réduction? Mais les 21, ils avaient obtenu le droit, mais ils n'avaient pas vraiment précisé qu'ils voulaient coloniser. Oui. Ou ils l'avaient précisé? Oui. D'ailleurs, quand les gens sont partis de la Malbaie, leur objectif c'était de s'installer à la baie. Mais quand ils sont arrivés ici, ils ont été 15 jours. Puis ils ont, là, je fais référence là, à un chapitre précédent dans ça, sur la fondation. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont installé un moulin, ça a pris une quinzaine de jours. Et je pense qu'à l'automne, ils étaient capables de transporter assez de bois pour être capables de payer l'emprunt qu'ils avaient effectué pour s'en venir par ici. Précis. Ouais. Avec des petits sacs. Ça va? Plusieurs de nos résidents, d'ailleurs, se mariaient le matin pour être capables de prendre le bateau pour s'en aller en voyage à noces, à Québec particulièrement. Outre ces bateaux de ligne, les résidents aussi
qui désiraient se déplacer ou faire venir de la marchandise pouvaient aussi compter sur les goélettes. Il y en a plusieurs qui empruntaient ce moyen de transport avec l'accord du capitaine. Une bonne majorité d'entre eux, d'ailleurs, naviguaient pour la compagnie Price aussi à ce moment-là. Price qui a acheté quand même toutes les actions de la Société des 21, vers 1842-1843. Mais le bateau de ligne, était-tu énorme et des goélettes petites? Les goélettes, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Je vais vous avoir toute la nomenclature. Et on donne aussi les dimensions quand c'est disponible. Puis on retrouve, pas nécessairement dans toutes les goélettes qui ont été construites ici dans ce document-là. C'est un livre qui est plus épais, mais j'ai fait un extrait où on donne toute la nomenclature des goélettes, qui l'a construit, pour qui était capitaine, en quelle année. Il y a aussi la longueur, la largeur, la profondeur, la jauge et la date de fin d'enregistrement. Il y avait M. Hilas Boudreau, qui, lui, ces Boudreaux-là ont navigué, ils étaient capitaines sur 2 générations, Hilas Boudreau et Antonio Boudreau. Elle a desservi avec ses 5 goélettes les besoins des résidents de l'Anse-Saint-Jean de 1920 à 1960. À partir de 1940, elle va obtenir elle-même le contrat de transport du bois, de tout le bois produit par la coopérative forestière de l'Anse-Saint-Jean. Puis il va devenir aussi son transporteur officiel par la suite. Avant de posséder le HAV, qui a été construit par Laurent Bouchard, mon grand-père maternel, en 1926, il a été propriétaire et capitaine de la Jeannette, de la Marie-Emma, le OC pour Octave Caron. Le HAV demeure encore bien vivant, je pense, dans la mémoire des anciens. Quand ceci était prêt à partir pour Québec, ou Chicoutimi, ou même Montréal, avec sa cargaison de bois ou de marchandises pour couvrir ses frais, le téléphone sonnait fréquemment chez M. Francis Lavoie pour s'informer de l'heure du départ. Et on s'en venait sur le quai, et là on parlait au capitaine, puis on pouvait embarquer. Souvent, c'était à titre gratuit qu'il le faisait. Le téléphone, c'est arrivé ici dans les années 30? 1924. OK. C'était une compagnie locale, une coopérative. Le télégraphe en 1897, comme moyen de communication. Les Boudreaux ont navigué pour assurer les besoins des résidents de Saint-Jean, mais aussi des clients de Montréal, à Chicoutimi. Les petits navigateurs du Saguenay, leur travail sur l'eau débutait en mai, s'est terminé en novembre, que je l'ai mentionné plus tôt. Les goélettes hivernaient au retour, soit à Saint-Laurent de l'île d'Orléans, au bout du quai de Lens, au camping municipal et à Tadoussac. Antonio Boudreau a fait construire en 1955-1956 la dernière goélette, la Jeanne Aubé. Jeanne Antonio Boudreau. Jeanne, le nom de son épouse. Et les plus anciens, les plus vieux, se souviennent du lancement en mai de cette année-là. Il a été construit entre le bloc de service du camping, qui est près du Saguenay, près de l'embouchure, et la descente de bateau, la descente des chaloupes qu'il y a là. C'était son lieu de construction. Celui, le maître de chantier, quand le dernier goélet s'est bâti, c'est une Denis Locoul. M. Hervé Denis Locoul, avec Albert Tremblay et un oncle, Léonidas Bouchard. Conrad Albé n'était pas venu à ce moment-là. Pardon? Conrad Albé n'était pas venu. Oui. Oui, je me souviens de lui. On a fait même un soir un mauvais tour qu'on a regretté. Quoi donc? On lui a fait faire un saut. Au sortir d'une cérémonie religieuse. Puis, vous l'avez regretté pourquoi? Ben, le monsieur, il était déstabilisé. OK. Ah, il y a... C'est le perdu. On était jeunes à ce temps-là, puis on n'analysait pas toutes les conséquences des mauvais coups qu'on faisait. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas mal corps. C'est rien que ça. Antonio Boudreau a fait construire la Jeanne Aubé parce qu'il était tanné de se faire dépasser sur le fleuve. Ça n'allait pas suivre. De se faire dépasser, donc il voulait performer de la vitesse? Ah oui. Ah ben, Oui.
Partir du quai de Lens, chargé de boîtiage, se rendre au port de Montréal avec la B, ça prenait 58 heures. C'est quand même assez rapide. Oui. C'est là que, par la suite, avec l'ouverture des routes, la construction des routes, que les camions sont arrivés. Et c'était beaucoup plus facile de transporter les matériaux, ça se rendait directement sur le client et beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ce qui a amené la disparition des goélettes dans notre milieu. Oui. Ce qui a amené vraiment la disparition du corps des goélettes, c'est la route maritime. Mais pour nous autres ici, là, Okay. tout était acheminé par bateau. Okay. Les camions qui transportaient soit du bois pulpe, soit du bois de boîtiage dans le port de Montréal, ils arrêtaient chez M. Victor Gagnon, Paquette Gagnon aujourd'hui. Lui mesurait, et ensuite il allait, je veux dire, utiliser un mois de lait dompé au quai. Là, il y avait des débardeurs là, qui chargeaient. C'est comme ça que ça se passait. Mais avec la construction de la route 170, ça a changé le portrait complètement. Elle était praticable à partir de quelle année, la route 170? Ça s'est construit entre 1950 et 1960, dans cette période-là. Avant ça, il y avait... Il y avait une route on appelle ça des chemins de Bacagnol. Bacagnol. Mais c'était la même, c'était la même route qui n'était pas... On en voit encore des relents aujourd'hui. Si vous arrivez, vous connaissez la côte du pont, les barrages, Oui. la grande côte. Quand vous arrivez sur dessus, là, regardez comme il faut à gauche, rendu sur dessus, vous voyez une entrée. Puis un petit peu plus loin, il y a une autre entrée dans l'autre sens. Ça, c'est l'ancienne route. Où est construit, où est installé aujourd'hui l'affichage municipal le long de la rivière. Ça, c'est l'ancienne route 16A. Là, là où la municipalité a construit dernièrement, là, le poste de ménageage pour des roulottes, c'est l'ancienne route 16A. Ça. Donc, la municipalité, quand le ministère s'est départi de ce garage à sel, la municipalité a mis la main dessus, puisqu'elle était propriétaire. C'était une route qui était plutôt sinueuse. En bas de la côte du pont, ça tournait à 90. Oh oui, il y avait le pont rouge, le pont couvert, avant la construction de la route 170. Et aussitôt qu'on avait sorti, c'était une courbe de 90 degrés. Donc les vannes, là, ça ne passait pas là. Mais la question de Marie, praticable, est-ce que ça couvrait aussi ouverte l'hiver, bien ouverte, bien déneigée? À partir de 1950 seulement. Mais quand même, tout de suite, c'était Puis encore, dans la livraison du pain, moi, comme j'étais malcommode, on m'envoyait souvent là, travailler. Donc, mon père avait une motoneige, un snowmobile, et sur la route, quand c'était nettoyé, on avait des roues qu'on installait sur les patins. Puis quand on arrivait pour livrer le pain dans les rangs, on s'installait sur un banc de neige, et là, on enlevait les roues, puis on allait livrer. Et quand on revenait sur la route entretenue, on reposait les roues. C'était des roues là, de la grosseur d'une roue de bouette. Ok, des petits trous. Oui, des petits trous. Puis est-ce que, j'imagine que c'est là qu'Hydro-Québec est arrivé aussi vers 1960 ou vu que la route, ils ont dû profiter pour amener Hydro-Québec aussi? C'est un petit peu. C'était dans ça, moi j'étudiais à Trois-Rivières-Ouest à l'époque, puis on a fait justement un débat sur la nationalisation de l'électricité. Ok. À cette époque-là, j'ai terminé mes études. La nationalisation, c'était en 62, c'est ça? Ouais. Donc c'était peut-être en 60, 61 que ça se parlait beaucoup, là. Avec René Lévesque, en fait. En fait, c'est Jean Lesage. Ouais. René Lévesque, c'était. Mais si vous gériez votre électricité avant ça. Ouais, avec le. Oui, ici, oui, il y avait un pouvoir local. Donc, le barrage actuel, c'était une coopérative. Oui, Ça a été construit par des gens du milieu. avec Petit Chagné ici. Ouais. Ils ont fournissait l'électricité jusqu'à Saint-Félix-de-Tis. Ah, ouais. Ben, il n'y avait pas d'appareil important comme aujourd'hui. Hein. Les laveuses, sécheuses, là, ça n'existait pas. C'était la lumière. Dans ce temps-là, c'était le fils de l'électrification privée. Oui. Je me souviens de la construction du barrage. Oui, à Lens, mais Saguenay, il a été construit probablement vers 48-49. Oui. Oui. Parce que quand on est arrivé à Lens, où je suis arrivé en 50, on avait 6
effectivement. Il marche encore, le barrage fonctionnel. Le barrage Oui, large. oui, il est exploité par l'entreprise Morin de Saint-Jean d'Arc. Oui. Il envoie de l'électricité il envoie l'électricité à Hydro-Québec. Il vend Ah oui? oui. Puis au village, ben, ils l'ont eu avant, eux autres. Oui. Il y avait 5 ou 6 maisons. Ouais, il y avait un pouvoir local. Avec Nancy, qui avait fait une turbine, comme ça. OK. Après le pont ouvert, en amont. Oui. En rue du Faubourg? Ça a occasionné d'ailleurs l'incendie de la maison de M. Conrad Boudreau à l'époque. OK. Je me souviens, un oncle qui demeurait, il était agriculteur d'Alberta, puis il était chez nous au cours de l'hiver. Et les gens transportaient l'eau au Sio. Puis ma grand-mère a sorti, je pense, Saint-Joseph. Quand il est rentré à la maison, il dit servez celui-là, et puis il n'y a même pas charrié un maudit Sio d'eau. Il nous a payé par tout. C'est la fête de M. Chrysologue Boudreau. Sir William Press avait aussi une grosse chaloupe de 80 kg avec un moteur de 250 forces. Et il y a quelques hommes qui travaillaient dessus et c'était pour amener ses invités pour pêcher au saumon dans la rivière et s'installer au lieu, aujourd'hui, le bistrot de Lens. Et je me souviens, plus jeune aussi, que M. Press à Mario arrivait avec son petit voilier qui s'installait justement dans la rivière. À Mario, il pouvait le faire. Il avait un petit quai d'accostage, là, il s'installait là, puis il débarquait. Il s'en allait à son chaise. Mais 80 pieds de long, c'est grand en vedette, mais ils ne pouvaient pas la pêche avec ça. Non, non, c'était pour amener ses invités. OK. Ensuite, eux autres s'en allaient plutôt dans l'Anse. OK. Puis les gens qui étaient sur la chaloupe restaient là pour surveiller. La famille Perron, en plus de posséder aussi la mouette, que j'ai parlé tout à l'heure, possédait aussi un toy de Saint-Charles. Ça, c'est un toy à moteur. C'est quoi son toy? Un toy, c'est un espèce de remorqueur. OK. Le mot français, c'est remorqueur. Donc, avec ça, ils transportaient les drapes de bois qui étaient ici dans les Anses. Ils amenaient ça au moulin. Le moulin était situé en avant de chez nous, en avant de la résidence, sur le base de la grève. Et ici, à bois. Les drapes de bois, c'est que la pitoune est toute entourée de bio attachés, chaînés, Oui. et c'est ça qui tirait. Les étoiles. Anciennement, il y avait, comment on appelait ça, des veaux, Ouais. peut-être du bout de Pointe-au-Bœuf, là, qui se rendait jusqu'à la pointe. Oui. Puis, il retenait le bois dans l'Anse. Thierry, ce machin était tout. Pardon? Thierry qui était dans le coin. Oui, oui. Vers 1850, on dénombrait une quarantaine d'embarcations chez les résidents de Lens, au total. Répète ça, là. En 1900, on dit. Oui, vers 1950, 1950. il y avait une quarantaine d'embarcations, là, souvent pointues des deux bouts. Un peu dans le genre, je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce qu'elle est encore là suite aux travaux qui ont eu lieu au printemps passé au camping? Elle est encore là? Bon, ça appartenait, c'est l'arrière, c'est le grand-père de Charlotte et ma femme qui l'avait acheté d'un steamer. Et les gens, la quarantaine d'embarcations, ça servait à quoi? Bon, pour leurs besoins personnels. Il y en avait une plus importante et qui transportait les travailleurs jusqu'au moulin des Brouillards à Petit-Saguenay. C'est mon beau-père, Lionel Saint-Pierre, qui conduisait l'embarcation. Et on allait le matin et le soir, on allait conduire et ramener les ouvriers sur le moulancier. Mais les autres, ça pouvait être quoi, les besoins personnels? Aller à la Petit-Saguenay? pêche, À par la exemple. Oui. Est-ce que c'est la chaloupe qui est dans le bouton? Oui. Voilà, la petite chaloupe là. Ouais. Oui. En plus du saumon, on avait dit qu'il y avait aussi des crevettes et du homard. On pêchait ça aussi, mais quand il y en a plus, est-ce que c'est vrai? Il y en a encore des crevettes. Il n'y en a pas le droit de pêcher. On avait reçu, attendez un petit peu. Entre 1983 et 1986, peut-être, des fonctionnaires de Parc Canada. Et on avait été pêcher sur la glace, et on avait un engin pour capturer les crevettes, et on avait 10 000 crevettes. C'est un piège, tout simplement, qui est installé comme ça, mais avec 4 pattes qui se replient. On le descend, et rendu au sol, dans le fond, les 4 côtés se déplient.
Et régulièrement, tous les 15 minutes, on remontait tout ça. Et on ramassait les crevettes qu'il y avait. On a rassé pour dîner. Et pourquoi ça a été interdit? Ils n'étaient pas ils sont plus salués. C'est peut-être à cause de la pollution, oui, qu'on a défendu. Mais c'est aussi une chasse gardée, ça. On n'a pas le droit de pêcher dans cette mission. Aujourd'hui, à l'époque, c'était un peu sur la mercure. Aujourd'hui, ça serait comestible, mais c'est interdit. Et le homard, est-ce qu'il y avait du. Non, pas de connaissance. C'était du crabe. Ah, le Oui, crabe. du crabe. Ah, du crabe. Oui. Après, il y en a sur Il y en a encore. encore. Oui, il y en a encore. C'est défendu Il y en a qui en aussi. sortent. Oui. Même pas de verre, parce qu'à l'époque, Maintenant, ceux qui en sortent, il y ils sont avait des terres, discrets. ils prenaient du crabe. Aujourd'hui, c'est des Non. C'est allergique. Ah, bon. Verrouillé. Il est rendu sur le. Ça n'a pas changé beaucoup depuis. Non, hein? Ah, ok, c'est déjà juste. Là, je vois où est-ce que ça se Donc, c'est sur les nouvelles installations suite à l'incendie du quai en 1992, au mois d'août 92. Et la construction a commencé en 1999 et l'inauguration en juin 2001. Vous avez été 7 ans pas de quai. Oui, ben, il y avait un quai, mais la tête de quai était barrée. Il y avait une clôture. On ne pouvait pas s'y rendre parce que la tête de quai était en bois, les côtés étaient en pelle blanche. Je viens d'ailleurs à la construction du quai. Donc, le premier quai date de 1875 et les camions arrivaient pour décharger le bois de plume qui était destinés au moulin à papier, bois de sciage, qui était acheminé au commerçant de bois, soit Joe Monod de Québec, Grenier de Beauport et Humber de Montréal. On dit que cette dernière compagnie avait même une représentante ici en région, une Mme Gagnon, à Chicoutimi. Le contrôleur du quai, c'était M. Francis Lavoie. Il chargeait au début 5 cents du quai, 10 cents et 25 cents du quai. Chaque bateau. Si un bateau, par exemple, avait 10 pieds, ben, c'était 2,50 $ à 25 cents. Pour accoster ou pour, accoster. rester Pour accoster. médiateur? Accoster et rester là, pour chargement. La circulation, C'est souvent la banque que le fait avec le gouvernement fédéral. en partie au gouvernement, mais lui, il en gardait pour lui aussi. La circulation donc, au quai de l'Anse-Saint-Jean a toujours été importante. Outre le chargement de bois, j'avais mentionné au début, il y avait toutes les denrées consommées dans la municipalité aussi. Il y avait aussi l'expédition du fromage à Montréal, qui s'en allait par la suite en Angleterre, pour les fromagers de Petit-Saigné de l'Anse-Saint-Jean. Oh, wow! Le lait par bateau. Le fromage. Ben, OK, le fromage une fois fait. Oui, il était fabriqué ici, il y avait une fromagerie ici Ouais. et une à Petit-Saigné. C'était Cheddar. Hein? Les propriétaires, c'était les fortins, non, c'était Non, la c'est- ça. Ici, Des bois non, c'était des Boudreaux. Je pense que c'est M. Léon de Boudreau, donc la famille de M. Nazaire Boudreau, ses ancêtres, qui ont commencé ça. On faisait-tu juste du cheddar? pour Seulement faire du un cheddar, vin? oui. Et le fromager qui a été le plus longtemps ici, c'est M. Fortin, Edgar Fortin, qui était originaire du lac Saint-Jean, je pense. L'Iberville, si je me trompe. C'est du cheddar doux. Ah, il y C'est avait local. déjà 90 jours quand il partait. Oui, il n'y avait pas le droit de l'expédier avant Bon, 90 donc, jours. c'était déjà un cheddar un petit peu vieilli. Oui, Ça finissait par un fromage bleu. oui. Bon, Sûrement, un verre. peut-être que ça va fromage venir, là. blanc. Mais je serais curieux, ça vient d'où l'expertise de construction navale? Est-ce qu'on sait, tu sais, l'expertise pour construire ces bateaux-là, j'imagine que tu t'improvises pas du jour au lendemain, même si tu es charpentier. Il va y avoir quelqu'un qui, en particulier, qui a amené ça. Il y a Jean-François de l'époque. Il y a François-Xavier Boudreau. Qui arrivait de Charlotte. Sa résidence, c'est la maison des Cévennes aujourd'hui. OK. Ça, c'est vers la fin 1800, peut-être en 1880. C'était
C'était le grand-père de Cora Boudreau, de M. Gélade Boudreau, ici. Donc, c'est pas mal lui qui a ramené le début de l'expertise. Là. Oui. Ça n'avait pas Internet là, pour en faire. non. Il faut dire que si je prends l'exemple de mon grand-père, qui lui a suivi un cours quand même à Saint-Raymond-de-Port-Neuf, un cours d'ébénisme. Donc, il a travaillé à la construction de Nouvellette, il en a construit plusieurs. 14 ponts couverts au Québec aussi. Il a travaillé à la construction de l'église, fabrication de meubles. J'ai même chez moi, dans ma salle à dîner, la table qu'il avait construite pour la famille en 1892. Oh! Quand je l'ai remonté, il y avait de la peinture dessus. Ça, c'était M. Bouchard. Hein? Oui. Il y a plusieurs bateaux qui sont venus ici au quai, en cas de mauvais temps ou encore en attente quand les ports à l'extérieur, par exemple, à la baie étaient trop occupés. Donc, ils attendaient ici au quai. J'en nomme quelques-uns. Sasseville qui a coulé. La Lévisienne, le Saint-Paul-du-Nord, la HAB, la Jeanne-Aubé, le Georges-Hébert, la Palma, la Notre-Dame-des-Neiges, la Providence Transport, l'Irma, l'Irma M, le Saint-Marcelin, la Rivière-Verte, le Saint-Paul-du-Nord, la Saint-Germain, la Bergeronne Transport, la Marie-Adélina, la RPM. Puis il y en a d'autres sûrement. Celui qui a coulé, il n'y avait pas de monde dedans quand il a Non, coulé. non. On se souvient que certains, moi je me souviens que tout jeune, là, il y a une voilette qu'on a coulée exprès, c'est-à-dire qu'on a mis le feu, on l'a coulée dans l'Anse. Je ne sais pas si, oui. On rappelle de ça, on voyait le bas. Pardon? On se rappelle, je me rappelle de ça, on voyait le bout du bas. Oui, hein? Ah, ben, Pourquoi la brûler? Je suppose que ça demandait trop de réparation. Ah. C'est de la façon de s'en débarrasser de façon économique. Oui. à l'époque, là, l'environnement, c'était pas important. Ouais. C'est pas mal tout en bois aussi. Oui. C'était à fond. C'était des fonds plats, ça. C'est... Non, c'est pas des fonds plats. Dans les, C'est vrai, là, on perd tout, hein? Ouais, oui, ils font partie. Je vais te laisser jouer avec. Regarde, on peut voir ici que c'est pas un fond plat. On n'est pas tombé sur le C'est pas des faux blancs, là. Ça y va. C'est juste quand la plastique est finie. Ça, c'est la Jeanne Harvey, dernière toilette construite ici, en 1955-1956. Entre 1875 et 1882, une jetée a été construite. Une autre étape importante sera de rehausser cette structure-là entre 1983 et 1984, en fonction des hautes marées, puis aussi de protéger la tête des glaces en hiver. En 1986, on va procéder à l'ajout d'un slip permettant aux passagers d'embarquer plus facilement à bord des bateaux. Y en a-tu des goélettes qui existent encore, comme la Jeanne? Jeanne Harvey, oui. Elle est où, elle? Elle est dans les mers du Sud. Le dernier propriétaire québécois, c'est Pelletier électrique de Rivière-du-Loup. Et c'est là que cesse l'enregistrement, ici au Québec, au Canada. Oui. Qu'est-ce que c'est une jetée? Une jetée, c'est pour permettre, on appelle ça ici, pour permettre d'embarquer plus facilement. Une jetée, ce que j'ai... Ça suit, Ouais. comme le Saint-Léon, là. On appelle ça Comme à bord d'un traversier pour embarquer plus facilement. Quai flottant. Un quai flottant. Il y a un entrepôt qui est construit à ce moment-là, qui mesurait 40 pieds par 28, avec un abri aussi. Et cet après-midi, en fouillant dans mes notes, j'ai un texte de l'abbé Charles Girard, qui, par un grand vent, cette jetée-là, cet abri-là pour les voyageurs, s'est retrouvé à l'eau. Donc, c'était sa disparition. On la voit d'ailleurs passer sur une des photos. Excusez, puis des goélettes, y en a-tu d'autres ici qui restent encore ici? Ou, Non, il n'y en a plus ici? Il n'y en a plus. Pour 200 heures fleuries. tout un gros sel, là, ça. Oui, mais ça n'a pas été construit ici. Ça a été acheté à l'extérieur. Ça servait, la Gaucille porte son nom pour desservir quand, au moment des Irlandais arrivaient ici, OK. à la Gaucille, la station de La quarantaine. quarantaine. Ouais. Ouais. Donc c'est là que ça servait.
C'est les diamants. Les golettes qui ont été bâties ici, tout été bâti au terrain de camping. Il y avait 3 sites. Je vais y venir tantôt quand je vais parler de la construction des golettes. 3 sites qui permettaient le lancement plus facilement. Ah, oui, c'est vrai. On va en avoir un lancement. On en a un ici. C'est en 1947-1948 que le quai va connaître des travaux importants. Et là, c'était des pattes blanches qu'on a installées. Et ça fonctionnait jour et nuit. Un marteau, là, pneumatique qui cognait. Fait que les gens qui étaient en proximité, ne dormaient pas beaucoup. C'est qu'on voyait tantôt la crème. Non, Non, c'est pas ça. Ça, c'est pour un article qui a lancé. On dit que cette structure qui a été complètement construite à 48 va persister jusqu'aux travaux de l'an 2000, qui résulte de l'incendie de la tête de quai. L'inauguration du quai, je l'ai mentionné tantôt, dans sa forme actuelle, a eu lieu le 24 juin 2001 par la ministre Sheila Cross, en présence des députés de l'administration locale, d'invités du domaine touristique. Construction navale. D'entrée de jeu, dans Saint-Jean, il n'y avait pas de site ou de chantier de construction navale. Il y avait 3 sites qui étaient propices. Un sur l'emplacement actuel de la chaloupe blanche, entre les 2 anciennes courbes de la rue Saint-Jean-Baptiste, au camping. Le deuxième, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, la Genabé, c'est au camping municipal actuel. Et le 3e site propice au lancement, chez M. Nazer Boudreau, dans l'Anse. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de ça. Ça descend tout ça. Oui, mais ça s'est érodé pas mal. Là, aussi. OK. On voit comme le lancement de la Gendarmerie, là, vous allez voir passer l'image, vous allez voir quand même, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y en a suffisamment quand même pour flotter. Et c'est un autre bateau parce qu'il n'y a aucun moteur dedans. C'est un autre bateau qui vient de remonter. Okay. Entre autres, la Gendarmerie, c'est la Palma qui est venue chercher pour l'amener au quai. Donc, j'ai parlé de la construction de la veine de goélette. On dit qu'il y a plus d'une vingtaine de goélettes qui ont été construites ici à l'avance. Puis on ne peut pas remonter plus tardivement que, c'est-à-dire plus tôt que 1871. On n'a aucune information là. Mais comme il y a déjà eu une construction de goélette en 1835, on peut supposer qu'il y en a eu d'autres, mais on n'a aucune archive là-dessus. Bon, je vais changer d'image. Juste de Je vais prendre un autre fichier. J'imagine que 100% du bois vient de... Oui. Quelle sorte de bois? Le lisier. Oui, Oui, il y a du pain. la Genabé, ça va bûcher du bois sur la terre en montagne. J'espère que c'est pas capable. Je vais ensuite pouvoir la descendre progressivement. Des fois, ça m'avait une cour. La Victoire, construite en 1871 par Zéphirin Desgagnés, qui fait naufrage le 4 novembre 1884. Zéphirin Desgagnés, si vous allez dans le cimetière, au centre du cimetière, c'est l'épitaphe le plus haut. C'est la famille Desgagnés, et ces Desgagnés-là, ce sont les mêmes qu'on retrouve à Saint-Joseph-de-la-Rive, compagnie de navigation Desgagnés. Okay, j'ai correspondu, puis encore il n'y a pas tellement longtemps, avec un de ses petits-fils, qui est aussi navigateur, puis je pense que sur le quotidien, il n'y a pas tellement longtemps, il était mentionné Hubert Desgagnés, comme au niveau des recherches et sauvetage. La Marie-Constantine, construite encore par Zéphirin Desgagnés en 1872. La Palma, même constructeur. La Nef, construite par Joseph Desgagnés. Ça doit être parent. La Jeanne, ou Jane, construite par Jean Girard.
L'hermine, construite par Alphonse Gagnon pour René Gagnon. René Gagnon, les ancêtres des Gagnons du bureau de poste. L'ennemi, non, le castor Hollande. Non. On y revient là, construite par Alphonse Gagnon pour René Gagnon. Le castor, construite par Ferdinand Lavoie. Ferdinand Lavoie, c'est le père de M. Ernest Lavoie, donc grand-père de M. Francis Lavoie. Ah, c'est la maison, la petite maison. C'est eux qui avaient la ferme. Pour M. Ferdinand Lavoie? Ouais, c'est ça. Non, c'est aujourd'hui le Café du Quai. Ouais. C'est donc là, c'est complètement. Là, on est actuellement, le ferme à kayak. Oui. La maison était là. Pas les mêmes. L'ennemi est construite par René Gagnon, du nom de sa femme, capitaine Cyprien Tremblay. La décora, construite par Joseph Hood pour Télésphore et Benjamin Boudreau. Benjamin Boudreau, c'est l'arrière-grand-père de Claude Boudreau, directeur de son école. Puis Télésphore, c'est ses parents. La Providenceur, construite par Joseph Hood et Xavier Boudreau, que j'ai parlé tantôt, le père d'Ernest Boudreau. Et Ernest Boudreau, c'est le grand-père de Conrad, c'est le père, oui. Non, c'est plutôt le père de Conrad Boudreau, Ernest, puis son grand-père c'est Xavier, et c'est l'arrière-grand-père d'Ernest Boudreau, là, qui lui demeure un petit peu à Grillon. C'est ça. Marie, Oui. monsieur le demandé, la maison en français, c'était pas là, avant d'aller au bord du chemin. Oui, c'est le bord de la grève, pratiquement. Sur la kayak, là. Ça va. Et cette goélette atterrit dans le golfe Saint-Laurent le 24 octobre 1893. Et je me permets de vous lire l'anecdote. Qui a été écrit dans ce temps-là? Moi, j'ai rencontré le petit-fils pour avoir une entrevue avec lui. Wow. Mais j'espère l'avoir ici. Oui. Ce naufrage est survenu lors du premier voyage à Providence, dans le golfe Saint-Laurent. 5 jeunes de lance étaient sur le navire à voile. Cette goélette à voile provenait de Sydney avec une cargaison de charbon destinée à Terre-Neuve. Ils étaient passés par Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous savez pourquoi? Non. Non? Saint-Pierre. La côte, le 94 qu'on appelle. Oui. Il y avait faire collision aussi. Il y a des gens qui en demandaient ici dans le C'est-tu le gros vin des Zénons? Non, c'est une bouteille de 94. La 94. C'était la friction. Oui. Ça se vendait je veux dire, dans des boîtes de métal. Là, ça Ouais. un peu comme quand on vole du sirop d'érable, souvent, là, c'est des galons comme ça. Ils ont connu donc une importante tempête, un point tel que le cafétrage du navire n'a pas tenu. Le navire a pris l'eau et on n'a pas réussi à extirper l'eau de la cale. La pompe était actionnée à bras d'homme et la poussière de charbon a fini par rendre la pompe inopérante. On ne pouvait délaisser le navire de sa cargaison. Il fallait donc abandonner le navire. À bord de l'embarcation de sauvetage, on se rendit compte qu'on avait oublié le compas. Ernest, le capitaine, décide de retourner au navire pour recueillir l'instrument indispensable qui opposa fortement. Pour lui faire entendre raison, on le menaça de le jeter à l'eau. Ernest se rendit quand même recueillir l'instrument et revint à l'embarcation retrouver ses matelots après avoir patrouillé pendant un certain temps dans l'eau glacée jusqu'à mi-quart. Grâce à ce compas, ils ont été recueillis par des gens qui les avaient aperçus et ils savaient qu'ils avaient fait naufrage et souhaitaient leur éviter de nouveaux périls qu'ils auraient pu rencontrer sur les récifs. C'est tard en octobre 1893, le 24, aucun ne parlait anglais. Lorsqu'ils mirent pied à terre, ils étaient incapables de marcher. On dut les soigner. Les familles les croyaient morts car les journaux de l'époque avaient publié que le navire avait coulé corps et bien. Ils ont demeuré sur l'île de Terre-Neuve un mois, sans pouvoir donner de nouvelles à leur famille, considérant les moyens de communication à l'époque. Au terme de ce séjour forcé, on leur avança de l'argent. Ils ont pris le train pour regagner leur patrie. Ce n'est que la veille de Noël qu'ils sont arrivés dans leur foyer. Imaginez une surprise. Et
Cet été, j'ai mis la main sur un autre document qui raconte en long et à large ce naufrage, qui est de la main de Charles Girard. Le document est incomplet présentement. Donc, je vais aller fouiller aux Archives nationales pour le compléter. Je pense qu'il y a 7 ou 8 pages. Charles Girard, c'est un curé, c'est un frère. C'est un prêtre originaire d'ici. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, quand on reprendra les photos, sa mère. Le document plus complet, qu'est-ce que ça ajoute d'important? Ça raconte qu'est-ce qui s'est passé, etc. Plus en détail. Oui. Ça a été publié dans le Progrès du Saguenay en septembre 1960. Donc, là, Ça concordait quand même avec l'anecdote. Oui, oui. Mais Charles Girard avait une assez facile. Donc, donnait à cœur joie. Bon, on était rendu à la Palma, la Providence, la Palma, construite pour Joseph Wood par Zéphirin Desgagnés. L'Étoile de mer, construite par Laurent Bouchard, mon grand-père, capitaine Joseph Boudreau. Le Guy, construite en 1916, longueur 73 pieds, dernier nom du BT à partir de 1921. Donc, il a porté le nom. Oui, je pense qu'on peut. Notre plage. Cette construite au cours de l'hiver 1915-1916, Nancy le 21 mai 1916, propriétaire et capitaine Joseph Boudreau, constructeur probable Laurent Bouchard, selon le Progrès du Saguenay, du 25 mai 1916. Le BT, c'est-à-dire Boudreau et Tremblay, construite par Laurent Bouchard, on en a parlé tout à l'heure, et Ernest Boudreau. La HAB, c'est-à-dire Hilas et Antonio Boudreau, construite par Laurent Bouchard pour Hilas et Antonio, en 1926. 84 pieds de long, longueur et capacité de 110 tonneaux. Un tonneau, c'est 100 pieds cubes. D'une puissance de 120 chevaux. Fin d'enregistrement 1970. La Providence Transport, construite par Laurent Bouchard en 1935 pour le capitaine Joseph Boudreau. Joseph Boudreau, c'était le père de Mme Marie-Jeanne Boudreau, la femme de M. Anthony Boudreau, qui était aussi sur la Providence au moment du naufrage. Donc, Providence Transport, Providence, construite en 1935, capitaine Joseph Boudreau, d'une longueur de 91 pieds, capacité de 159 tonneaux. On a la description l'abbé Charles Girard fait la description du lancement de ce navire-là, et on a une photo aussi qui montre les personnalités qui étaient là au moment du lancement. Il y a un monsieur de Petit-Saguenay, M. Côté, qui a fait 18 000 pour venir au lancement, à pied, de Petit-Saguenay, et qui aurait fait 18 000 pour retourner chez lui. Ah, le facteur, Le facteur. Le prénom, c'était quoi, là? Non. C'est un personnage, ça, vraiment spécial. C'est le grand-père d'Élias Côté. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pas Léon Vidal? Non. Non. Poste. Charles. Charles. Tout qu'un marchal. Oui. Saguenay. Saguenay-Côté, construite en 1936 pour et par Joseph Boudreau, 46 pieds de longueur, 29 tonneaux et d'une puissance de 35 chevaux, fin d'enregistrement 1960. Le Tony, construite par Auguste Boudreau et Delada Boudreau pour Xavier Boudreau, en 1942-43, on suppose. Ce navire est construit toutes les toiles données de la barre, donc il n'y a pas de navigué moins. Jean Harvey, Jean-Anthony Boudreau, c'est le navire que j'ai parlé, construit par M. Harvey de Lillocoud, une de Bouchard et Albert Tremblay, construite en 55-56, d'une longueur de 89 pieds 7 et d'une capacité de 170 tonneaux. La durée du trajet du volet de charge de boîtière de Lens à Montréal prenait 58 heures, je l'ai mentionné, et était une puissance de 324 chevaux à l'heure. Je reviens à ce que vous avez dit qu'il y avait 40 embarcations en 1950. Oui. Mais les gens, est-ce qu'ils se rendaient jusqu'à Charlevoix? Est-ce qu'ils se rendaient jusqu'à Québec? Non. Il y avait la pêche ici, dans les alentours. Il restait juste aux alentours. C'était pour leurs besoins personnels, simplement. C'était des embarcations de 14 à 16 pieds habituellement. Ah oui. Oui, oui. Ça va? Ah. Le dessin un truc, là? C'est bon. OK.
Donc en 64, suite à une transaction avec porté le nom de l'Étoile de l'île. Et si on va dans les développements, là, derrière les chalets du Gîte, là, il y a une rue qui porte ce nom-là. Ah oui? Oui, ben, écoute, C'est la thématique qu'on a voulu donner quand ça s'est construit, tout le secteur, là, c'était le nom des Gouelets. La Providence, la Mine, et l'Étoile de l'île. Quelle bonne idée! Ah, c'est tout. Je pense qu'il y a 2 résidences. C'est pas la rue. Oui, juste 2 ou 3 tout au plus. Ouais. Les Boudreaux, dans ce temps-là, c'était toutes des familles de navigateurs. Oui. Parce qu'on voit les noms. Oui. Hein? Une chose que je voulais mentionner, là, que... si on va descendre cette image un peu. Descendre, tu veux dire remonter, en fait. OK. OK. Ça va? Non, encore plus. Ah, c'est sur le match. Ouais. OK. Ernest Godreau. Il avait ses classes de capitaine à 16 ans. Quand il a fait naufrage, il avait 22 ans. C'était le plus vieux du groupe. Oh mon Dieu! C'était pas vieux. Il est mort. Joseph Godreau. Les gens d'ici, les plus vieux, ceux qui sont natifs de Lens, Anthony Bouchard, Armand Godreau, Ajouteur Gagnon, des demoiselles Gagnon aussi. Oui. Donc on en reconnaît plusieurs. Laurent Bouchard a même construit, je pense que c'est en 1938, un bateau dans le bassin de Chouty. Ouais, Belly. Le bonhomme, il n'était pas facile. Il était souvent de 2 ans. Moi, c'est ma tante Gabi qui était chez les Ça veut dire ça Antoniennes. en 2 ans. Il n'y avait pas le temps de dessouler. Donc, il prenait un coup, puis il ne se mêlait pas de ses affaires. Mon grand-père allait avertir. Non, tu n'as pas faire dans le domaine de site. Si tu reviens, là, moi je m'en vais. Puis effectivement, il est arrivé, puis il y avait le trou dans le corps. C'est bien, je remets tout ça là, moi je m'en vais. Il a laissé l'ouvrage. Il est revenu par la suite. Le bonhomme a pris son trou. Il n'a pas eu son bateau longtemps, c'est le Shipogami qui a été construit là en 1830. La tante Gabi, qui est décédée en 2010, m'en a parlé parce qu'elle était au courant des Antoniennes. Et ils avaient eu la permission pour rester au lancement. Puis le couvent était dans le secteur du bassin à l'époque. Et le lancement n'a pas eu lieu parce qu'il y avait eu un problème, il y avait eu du sable sur les vis, sur les rampes de lancement. Donc ils ont dû se reprendre le lendemain. Ils n'ont plus le droit de tester au lancement. C'est ça, hein, quand on disait de suite. Oui, absolument. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a eu des constructions de goélettes comme ça dans la région? Il y en a eu à Saint-Fulgence. On n'a pas toute la nomenclature de toutes les goélettes construites ici en région. Mais dans ce document-là, quand même, certainement, 25 pages, là, il y en a peut-être une trentaine par page. Puis on donne tout le lieu, le propriétaire, le lieu de construction aussi, et la date de construction. Tadoussac, ça peut être une bonne Oui, place. oui, puisqu'il y a des bateaux, des goélettes qui hivernaient là. Comme chez nous, il y a des bateaux aussi, on voit une photo, on va aller aux photos aussi. C'est vrai, ça, il faisait quoi l'hiver, les goélettes? Ils sortaient pas de l'eau, je dirais. Oui, ils sortaient de l'eau. Ils arrivaient avec la marée haute de novembre, et ce que le mois de novembre apportait, la marée du mois de novembre apportait, le mois de mai venait chercher. Ah ouais? Wow! Ah ouais? Oui. Ce navire-là, je ne peux pas l'identifier. Donc, ça, c'est le navire à voile d'Anse. Le bateau à eau, qu'on parlait tout à l'heure, de la Richelieu, Ontario.
La famille de Lavoie qui attend des touristes avec le pain. Ça? Monsieur Hilaire Boudreau et sa femme Marie-Louise. C'est la mère. Peux-tu l'arrêter? Non. On va dire. Madame Marie-Louise, c'est la mère de Charles Girard. Ça, c'est quoi? Son premier mari est décédé. Elle s'est remariée à M. Hilaire. Ça, c'est Ça, c'est la jeune absolument. Robé à Port-Alfred. C'est à Port-Alfred? Oui. Fait que c'est- Bon, OK. Donc, c'est elle, Mme Marie-Louise. Oui, je ne me souviens pas de elle. Lui non plus, je ne me souviens pas. Ce bateau, c'est coincé dans ça. Allez de la baie, ça. À la Pardon? baie. Oui, c'était la baie. Port-Alfred. Est-ce que le bateau est coincé? Non, il décharge. Il décharge. Oui. À travers le bois. Il y avait tellement d'ouvrages au quai que les débardeurs, des fois, refusaient de charger. Tu ça trop fatigant. OK. Un ciment qui a couché dans l'anse, transportait du charbon, et il a coulé pas longtemps après. Ah ouais? C'est incroyable. Pardon? Son nom Non. de bateau. Quand on a rencontré quelqu'un à la maison des Cévennes, M. Maire, connaît le nom de ce bateau-là. On l'a évoqué. Oui. À l'époque, les golettes étaient changées en bras. Oui, Sur le quai de l'heure, c'est les fautes de... il n'y avait pas de système. Oui. Oui. Le meilleur chargeur, c'est le grand-père de Pierre. Pierre Lavoie. Ah oui. Julien Lavoie. Ça soulignait un petit peu. Oui. OK. Donc, c'est une carcasse de Ni petite embarcation. petite embarcation là, dans l'anse. Donc, la jeune Hervé au port de Montréal, on voit comment il est chargé de boîtiage. Ah, mon Dieu, Ça, c'est à Montréal? Oui, c'est à Montréal. C'est le quai là, avec le boîtiage et la pub. c'est ici, ça? Ah oui, ici. On voit les Oui, gens ici, au là. bord. C'est les gens qui s'est installés au début de la télévision, s'est installé des antennes de télévision ici, sur la grosse roche. Oui, oui, oui. Oui. Le moulancier que je vous parlais, là, il était situé ici. Les marchés à cabane, c'est Ouais. Hein? À vapeur. À vapeur, ok. Au charbon. Qu'est-ce que tu as dit que la roche? Ici, là, c'est les antennes de télé. Ah! Le début de la télé. Ça, c'est Notre-Dame du Rosaire. C'est le premier bateau arrivé au printemps avec des patates, du hareng fumé et du Saint-Pierre. On y va? Oui. Donc, j'ai la réfection du quai. C'est quoi la construction? Oui, c'est la réfection du quai. La réflexion. C'est pas la dernière, cependant. Il ne me semble pas. c'est le jeté. La jetée. Mais le quai dans Saint-Jean, là, on voit des photos, puis c'est tout en bois. Oui. Après, il a été bâti avec du métal, là? Oui, en 1947-1948. OK. La peur planche. Mais la tête était toujours en bois. OK. Regarde, on le voit ici. La grille, là, que j'ai parlé tantôt, qui est des parties ouvertes, c'est ça. Ah, Et le jeté est en dessous. Oui. C'est-à-dire qu'on avait ici, quand même, ici, là, ça c'est la remise du quai. Puis ici, le slip était là, ici. Ça devait être à la vue aussi pour assurer, pour embarquer plus facilement là, en cas de pluie. Ouais, mais il était ajustable. Oui, Voilà. Donc, ici, c'est le grand Julien, Ah, Et c'était le marque le grand-père de Pierre. Le grand-père de Pierre. Oui. Wow. Fait que ça, c'est une pièce. La maison, la Puis on voit la boîte, maison ici, là, M. Francis Lavoie. ouais. Sur le bord du quai. Ah oui. Aujourd'hui, c'est la maison. Hein, C'est le café du quai. c'est café du quai. Oui. Non, Il a été déplacé. Il a été déplacé. Changé de Là, il y a numéro. une éruption avec cette personne-là était là. C'est un numéro impair avant, c'est rendu un numéro pair. Ouais, ouais. Ah ouais? OK? Votre maison était pas construite à ce moment-là? Votre maison était pas construite? Oui, ou notre était maison déjà là date de pour la voir? 1920-1923. Oui. C'est la première maison après la La maison était collée pratiquement à la rue. Il y avait ça d'espace. Puis c'était en briques, puis ça brisait tout. Fait que c'est Ferdinand qui, à un moment donné, il est venu tanner, puis
Il a demandé l'autorisation, puis il a fallu lui céder une partie de terrain pour traverser de l'autre côté de la rue parce qu'il voulait la rénover. Parce que là, éventuellement, à très court terme, il aurait perdu. Qui a payé pour ça? C'est l'ordinaire qui a payé pour ça? Oui, c'est lui qui a payé. Donc, c'est le cas, ça. La partie la plus récente, d'avant l'incendie de 1992. C'était beau. L'ancienne cafétéria, avant l'agrandissement. Date des années peut-être 75-76. Ça a brûlé, c'était en 1996. Quand elle a brûlé, à quelle année? Non, quand elle a brûlé, là, j'étais là. Ça a brûlé quelque chose. Ouais. De 2011, ça peut pas la Oui, même. 2006. Mais c'est ça, Non, non, 2006. Ça, c'est le quai en feu en 1992. 92, c'est ça. Le feu, il aime ce coin-là. Ouais. C'est suite à des travaux qu'il y a eu au cours de l'été. Il y a eu des sciures de bois pour le verre et quelqu'un a dû jeter son égo. Oui, Tu peux pas le stop, les autres en dessous aussi. je ne sais pas. Pas fermé. Alors, au moment de l'incendie, j'étais absent. Je suis arrivé le dimanche soir, puis j'ai constaté les dégâts. C'est là qu'on a commencé les démarches. En 1996, à l'occasion du déluge, on avait reçu ici à la municipalité M. Jean Chrétien. Il y avait son chef de cabinet aussi, M. Jean Pelletier. Et il y avait aussi le ministre des Travaux publics. Puis on a discuté du dossier. Et M. Pelletier a dit dans quel jour tu m'appelles? Puis je lui ai donné l'heure. Fait que j'étais à Montréal en congrès, puis je l'appelle. Je me suis fait recevoir, je me suis fait retourner de bord. C'est correct. Et on a poursuivi les démarches quand même par la suite. Les filles faisaient tous des enrochements à ce moment-là. Non, l'arrachement, il s'est fait plus tardivement. C'est fait en 99-2000. Tu parles de l'enrachement actuel, là? Oui. Oui. Ça s'est fait, ça, dans les derniers travaux du quai, inaugurés en 2001, juin 2001. Avant ça, là, quand vous avez le quai, là, et comment fait le quai avant qu'il y ait de l'enrochement? La pertanche est restée là. On s'est vraiment assuré. On avait construit un chemin là, tout le long d'ici qui faisait le tour du quai. Les camions embarquaient sur ça et vidaient la pierre. Et s'étaient placés avec une pelle, avec des pelles. Donc, ils ont procédé comme ça en montant progressivement, en s'en allant vers ça, vers la terre. Comme ça, c'est fait. Et la partie de béton, ils essayaient comme un abri en polythène, c'était chauffé. Tout ce qui était de béton. Ça va? Donc, ce que je dis, c'est que les quais avant étaient plus beaux quand c'était fait avec des... Les patelanges. Oui. Oui. Patelange, le problème, c'est qu'il n'y en a pas ici, au Canada. Ça vient de Norvège. C'est des quoi? La patelange. C'est une structure de métal en forme de U évasée, mais qui s'imbrique. Il y a une partie mâle, une partie femelle. Et c'est cogné avec un. Ça rentre dans le fond. Ça rentre dans le fond. Une masse. Tant qu'il rentre. 40 pieds, 40 pieds. Une masse imposante. C'est-à-dire que c'est mécanique. Ça, c'est l'incendie du club nautique. De 2006. Ouais. 2006. Oui. Ça a l'air. Les résidus, donc, après l'incendie, Ça, c'est la chaîne aussi. cheminée du foyer. Très très beau. Après reconstruction. Donc, ça c'était un site où les bateaux pouvaient être demeurés l'hiver. Hiverné, ok. Et La marine d'aller rechercher. c'était aussi un site de construction. Ça, c'est une peinture de Rasmussen. Non, c'est une photo. C'est une photo, oui. Le site de construction, ça veut dire qu'ils construisaient là, puis c'est-tu la marée qui le cherchait ou il y avait quand même une glissade? Il y avait une glissade. C'est une photo qui date de quelle année, quand même? Pardon? La photo date de quelle année? Je ne vais pas te le dire, mais moi je me souviens plus jeune, l'Orléans qui a séjourné là l'hiver, le Lévisienne,
Quel âge que je peux avoir, là, je ne sais pas. Quand tu n'étais pas là, si tu étais venu, c'est-à-dire que tu n'étais pas venu. J'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Ça m'engage. Peut-être avoir, je ne sais pas, Honoré, ça peut-être 12-15 ans. Ça m'engage. Ça, c'est le tenu en construction. Il est relativement petit. Oui. Oui. Tenu. Ouais. Ah, chapeau. Ça, c'est le BT. Boudreau et Tremblay. Merci, chapeau. Y avait-tu le moteur? Pardon? Y avait-tu le moteur? Oui, je pense qu'il y en avait un tantôt. C'est vrai qu'il y avait un moteur. Moi, si je vais pas au toit, Le BT, c'était-tu les tremblés, les mêmes tremblés que Louis-Marie? Non. Est-ce que il y a eu, comment je dirais, y a-tu des à voile qui avaient des moteurs ou ça passait de, ben ouais, ou ça passait Il y a eu à voile, puis tout de suite assez gros pour. parce qu'à Voile, on est tributaire des hommes. Bon, oui. Si c'est pas de vent, on est stationnaire ou on fait. Assez long. C'est gros, celui-là. Et magnifique, la prise de vue est vraiment belle. Bon, ici, on va s'arrêter un peu. Ok, je vais le mettre Hugo. Je sais pas si je vais le mettre, je ne sais C'est pas où pas il va non. s'en aller. Non, ça va tourner comme ça. Ça, c'est le constructeur Laurent Bouchard. Jeanne Anthony Boudreau. Son épouse. Édouard Harvey, un maire, qui a travaillé, qui a payé aussi, qui a avancé de l'argent pour la construction du pont couvert. Et il y a eu un litige. Les conseillers, le maire a voulu faire adopter une résolution pour que lorsqu'on entrerait, qu'on le rembourse. Et les conseillers ont refusé d'adopter une telle résolution. En 1929. Sa résidence, là, c'est l'ancienne maison à Yvelette. C'est un magasin général. Et moi, je me souviens quand il tenait son magasin. Moi, je l'ai connu quand on certain, donc on arrêtait. Il n'a jamais été remboursé. Il y a quand même un litige important. Et dans le livre des minutes de la municipalité, il y a des pages qui ont été déchirées. J'ai passé à travers les minutes du conseil en 1983, 84, 85. Ah, c'est aussi récent que ça? Oui. Et j'ai trouvé la correspondance, une mention de correspondance aussi dans les procès-verbaux de son avocat, Antonio Talbot. Mais il est évident que Marie Talbot, qui est décédée aujourd'hui, là, sûrement que dans les archives de son père, on pourrait avoir de l'information. Ben oui. Monsieur Auguste Boudreau, le père de Nazaire Boudreau. Curé Ulrich Bouchard, qui a été curé ici à l'Anse-Saint-Jean. Il est parti à Saint-Urbain quand l'église de Saint-Urbain a brûlé. Donc l'évêque Lambert faut reconstruire l'église de Saint-Urbain. C'est lui qui a créé la coopérative? Coopérative provinciale, oui. Oui. En quelle année qu'elle a voulu à ce moment-là? Les années 40, début des années 40. Ben, c'est lui qui veut baptiser. Ouais. 49. À 40. À 49. C'est lui qui t'a baptisé. Hein? Ben, je suis le plus baptisé. Il y avait la C'est beau, là. Est-ce qu'il vous a bien baptisé? C'est la question. Ça, c'est une autre histoire. Ulrich Bouchard était natif de Saint-Alphonse de Bréville. Il a été curé de. C'est bien, oui. 1924 à 1942. Lucien, Lucien. ton baptême n'est pas bon. C'est Gagnon. Oui, Antonio Gagnon. C'est ça. Parce que c'est le 9e curé de 1924 à 1942. Ça, c'est correct parce que c'est pas votre causerie. Ça va, j'ai pas baptisé. Et ensuite, M. Charles Côté, qu'on a parlé tantôt. Il est ici. M. Elias Gagnon, un prêtre, un natif d'ici. Non, j'ai dit M. Charles Côté, je me suis trompé, il est là. Oui, M. je Charles. pensais que c'était lui, oui. Il est là. OK. L'abbé Victor Tremblay, ou Monseigneur Victor Tremblay.
La Béanger. Monsieur Éric Penn. Est-ce que M. Nazar, c'est ça? M. Nazar, il était... Monsieur Nazaire, attendez un petit peu, je vais vous le trouver là. Ah, il est là. Ah oui, ah, il est Moi, je suis Le jeune. bout du nez. Ça, c'est un Godreau. Ça, c'est une Gagnon, ici. Anthony Bouchard. Florence Tremblay. Mais en arrière de la photo de l'original que j'ai, moi, j'en ai identifié plusieurs. Je les ai numérotés et j'ai les noms chez moi. Donc, c'est les principaux personnages du moment du lancement. Du BT, non, de La Providence, transport. Construite en 1935, ou lancée en 1935. On change. Oui. Joseph Boudreau et son épouse. Construction d'un navire. On dirait que ici, ça nous apparaît comme étant la pointe. On voit des résidences. Mais c'est quasiment pas possible. C'est à l'Anse-Saint-Jean. Oui. Et il y avait des étuveuses pour plier le bois. Souvent, avant de construire un navire, on s'en allait choisir notre bois. Et souvent, ça avait aussi des racines. Ah, ça, c'est pour les... Oui. On ne fait pas les racines. C'était Oui. en quel bois qu'on utilisait ça? Les racines, Il y avait du métier, certainement. Les côtes, si on veut, les... Ah, des affaires qui se coupent. J'avais envie de souvenir. C'est rare. Du bois sur le dos de mon père. Il avait fait une vie. Ah oui? Mais le bordage régulier, là, de... Je ne sais pas comment il procédait. Ça peut faire trembler. Monsieur André Boudreau m'en avait parlé, lui, qui a travaillé là. On dit que c'est, je cite l'abbé Charles Gérard, tout le poids de la coque a été pris dans les forêts, dans l'entour. Le noisier, le bouleau, du Saguenay, qui fournissait jadis les genoux et les coudes aux constructions de navires d'Angleterre. Les vieux s'en souviennent. Ils n'ont rien perdu de leur qualité. Seulement aux alentours de l'Anse-Saint-Jean, on pourrait, nous quittons, sortir présentement de quoi construire 50 navires. Pourtant, c'est presque une montagne de matériaux qui a été absorbée par la construction de ce vaisseau. Des membrures puissantes dont la carène, avec son bordé de 4 pouces et son vingrage, mesure 17 pouces d'épaisseur. Oh, Ça prend gros arbres. Peut-être qu'il y a des gros arbres. c'est Comment est-ce qu'ils disent pour sortir ça? Il n'y a pas de machine. C'est où je pars. Ça va? Oui. C'était pas Donc, c'est ce qui m'a fait fin à la causerie. Ah, quelque chose que j'ai oublié. J'ai parlé du naufrage de la Providence. Hein? Le 19 août 1903, il y a le naufrage d'un bateau de la compagnie Richelieu, Ontario, de Carolina, à Passe-Pierre. À Passe-Pierre, c'est ça. Oui, dans le Saguenay. Ils sont partis à 10 heures de Tapesac pour remonter sur la Manachutier et il y avait une brume épaisse. Donc, il s'est échoué. Il a accroché. Dans quelle année, ça, 1910? 1903, je pense. C'est où, ça, 1900? Passe-Pierre? Oui, 1903. C'est près de Sacré-Cœur, si je ne me trompe pas. OK. Ouais. C'est à côté. C'était pas à Passe-Pierre? À Passe-Pierre. Passe-Pierre. Y a-t-il eu des pertes humaines? Non, pas une personne. Ça a pris 2 à 3 semaines pour renflouer le navire. Ils l'ont renoué. En plus, sortir de l'eau. Leur sonore ne marchait plus. On a une belle photo ici, on voit dans son entier. On peut attendre de l'aller. Ce bateau-là, il accostait au pied de l'anse. Ah oui. C'est profond, là, au bout du pied, hein? Mais quelle profondeur ça peut avoir au pied?
personne qui pêche ici. Non. Quelqu'un qui saurait à la pêche. Toi, tu sais les profondeurs? Maurice? Les profondeurs au bout du quai? Tu sais-tu? Il y a une place avec les lignes qu'on pêchait, il y avait à peu près 80 pieds. Oh, à Mario. Puis là, ça remontait, puis nos drogues, je pense, il y avait creusé. Avec des drogues. Oui. C'est des bateaux qui sont arrêtés au quai et qui accostaient régulièrement. Le Saguenay, le Carolina, le Murray Bay, le Saint-Irénée, le Cap Trinité, le Cap Diamant, navires aussi du gouvernement fédéral, les Brise-Glace en particulier, le Montcalm, le Sorel, le Le Degré, les Evelyn, l'Ernest Lapointe, le d'Iberville, ceux aussi qui étaient proposés au phare, le Chesterfield, le Montmagny, le Mardette, le Franklin. Plus tard, la compagnie presse avec le Marie-Louise, l'Épiphane de Gagnon, de Chouinard. Il y a eu aussi le Kélegami, le Pagé. C'est tous des bateaux qui tiraient des raftes de bois. La Marie-Louise. En mai 1928, il y a une pierre volante et il y a un glissement de terrain en avant du presbytère. Et il y a un mort, un commis voyageur de Québec. Le presbytère où il est maintenant? Oui, oui, oui. Ah oui? C'est-tu la croix qu'on voit? Là? Oui. Non, c'est pas cette croix-là. Ça, c'est tardif, ça date de l'abbé Clémenté. Mais comment ça se fait qu'il est mort? Le glissement de terrain était si gros que ça? Oui, c'est important. Ça s'est rendu jusqu'au presbytère et même l'état du presbytère a été fait. Quelle année tu dis? 1928. Donc il était à cheval, lui? Non, il était à pied. À pied? La maison dangereuse que vous avez rénovée. Ah, la maison Mathieu Boilly, oui. Il fait la bière, oui. Oui, c'était monsieur. Je ne me souviens pas de son nom m'échappe. Et c'était un hôtel. Et lui, il restait là. Il était en voyage, un voyageur de commerce. Et Curie, il y avait des voir de Curie pour le saluer. Et Curie lui avait dit d'attendre. Il n'est pas sorti. Il est sorti pareil, c'est fait. Le curé savait qu'il y avait un problème en train de se faire. Ben, il pleuvait beaucoup. C'est de la glaise. Tout archi là. Et ça a tout été rempli? Non, il y avait en tout cas, c'était assez pluvieux. Mais ça, je veux dire, ça n'a laissé aucune trace, on ne voit pas le. Oui, mais Mathieu, les autres, on ne le voit pas. Ah, mais ça a tout été rempli. Hein. Chez Mathieu, c'est toute la terre en remplissage. OK. Il a pu faire son jardin, il est arrivé dans une des deux. C'était en défaite, ça, c'est pendant là. Non, c'est plus loin. Oui, oui. De l'autre côté du presbytère. Comme dans le Le glissement de parking? terrain, c'est parti d'en haut en avant du presbytère. Comme dans le parking à côté. Vous voyez qu'il y a un mur à l'heure actuelle du stationnement. Ça, il y a eu un glissement de terrain plus récent. La salle paroissiale était là à l'époque. Oui, mais Et pour Paris, ils ont construit un mur. Et en 1900, suite au déluge de 96, la grosse montagne, là, de l'autre côté de la rue, du côté droit, quand on descend vers le quai, là, c'est là que ça a été construit pour bloquer, si jamais il y a un glissement de terrain. Ça date de 96. Un mur. Ouais. Parce qu'il y en a eu un à ce moment-là aussi. De moins d'importance, mais quand même. Pour assurer la sécurité, c'est ça qu'il fait. Donc, il y en est mort et le coroner est venu justement sur la Marie-Louise pour faire enquête. C'est assez décevant. Ça va? Des informations de la durée, de la quantité d'employés sur un chantier moyen, mettons. Comme ça, environ. C'est une saison. Je vais me référer à l'abbé Charles.
On dit parmi les ouvriers d'abord une douzaine, et 18 à 20 quand l'ouvrage est assez avancé. Comment ça va? L'architecte constructeur est M. Laurent Bouchard. Ça, c'est les propos toujours de Richard. De l'ancien Jean menuisier, charpentier et ébéniste à ses œuvres, vif à saisir le secret d'une œuvre, adroit et sûr de l'exécuter, homme consciencieux et de bon goût. M. Bouchard a déjà à son crédit maintes constructions de tout genre, maisons, églises, quais, aussi bien que navires, meubles. Quand il a en a le temps, il a su mener l'entreprise avec les qu'il a conduit. La construction de il y en a qui disent, par exemple de Germaine, qu'elle a été élevée sur les goélettes. Est-ce qu'il y en a qui partaient avec leur enfant pour faire du transport en goélette? Oui, le père de Germaine, son grand-père, c'est... non, c'est M. Hilas Boudet. Donc, il y a eu 2 goélettes. Plus que 2 goélettes, mais sur 2 générations. Hilas et Antonio. Antonio, c'est le dernier, les Boudreaux, qui a construit la dernière goélette. Donc, c'est le frère de Germaine. Donc, comme c'était sa nièce, elle voyageait aussi. Elle allait faire des tours. Mais juste des tours, là, c'était pas pour le travail. Non. Son père a travaillé comme cuisinier, par exemple, sur la Jeanne Arvée. Pas la Jeanne Arvée, sur la HAB. OK. Oui. Antonio habitait la maison de Capitaine. Oui. Monsieur Hilas aussi, hein? Le père d'André Bleu, comme il s'appelait? Louis-Henri. Louis-Henri. Ouais. Oui. Juste pour donner une idée, ça pouvait coûter combien? 20 000. À l'époque, oui. 20 000. Là, on est des années 40, C'était beaucoup de sous. Hein? Ça coûtait cher. Oui, assez cher. Souvent, les coparoissiens donnaient un coup de main, soit qu'ils donnaient du temps ou de l'argent. C'était compensé par la suite. Quand il fallait venir des effets, ils ne payaient pas. À cette époque-là, Il une y avait maison, compensation. une maison, ça valait 2000 à cette époque-là? Je pense que non. Même pas. Oh, donc c'était vraiment une fortune. Regarde, dans les années 70, je me suis mariée, puis une bâtisse avait coûté 8 000 piastres. 70. Fait que ben, toi, dans ces années-là, ça ne devait pas coûter 2 000. Puis qu'est-ce que tu disais pour aider à payer ça? Il y en a qui donnaient du temps. Comme le propriétaire, le capitaine n'avait pas tout l'argent qu'il fallait, les gens lui donnaient un coup de main. C'était comme une sorte de coopérative. Ils s'entraidaient. Okay. Et il y avait une compensation par la suite qui arrivait quand ils faisaient transporter les effets pour l'automne, par exemple, pour passer l'hiver. Ça devait prendre des années à amortir le 20 000? Dans le cas s'il ne déplaçait pas ou ne dépensait pas ou ne sortait pas tout l'argent de sa poche, ça allait. Quand il ne payait pas de salaire. Okay. Quand tu dis 20 000, c'est s'il n'y avait pas de salaire. Ouais. Puis le bois, c'est eux autres qui le coupaient, j'imagine? Oui. Ils faisaient tout leur Ils allaient en forêt et ils choisissaient leur bois. Jusqu'aux racines. Quand Pour avoir tu des dis- cours. Quand tu dis 20 000, c'est que s'ils vendaient la goélette neuve, ça se vendait à peu près ce prix-là. Non, ça va coûter ça pour Ça la avait construction. plus que ça, parce que là, il n'y a pas de gréement dessus. OK. Pas de mort. Et on voit d'ailleurs une photo de la Jeanne Arvée au quai de Montréal où on installe le mort. Ensuite, c'était les moteurs. Donc, tout ce qu'il faut. Donc ça, ça va acheter cher, là, le temps. Pardon? Le moteur a coûté assez cher dans le temps. Oui, oui. Ah oui. Ta famille, ils n'ont-tu eu des bateaux, toi? Tu viens d'ici. Vous avez eu la boulangerie, mais Ouais. pas de bateau. Mon père avait une embarcation. Oui. C'est à l'occasion d'une exposition de l'Hôpital sur l'histoire en mer. En 1964. Avec un frère, hein? Le voisin de chez Viateur. C'est là, au rez-de-chaussée. Dans le haut, c'était le logement du boulanger. À côté chez Viateur, Oui. je te parlais, ça Les dit. deux étages. Qui est Oui. dispensaire, Oui. le dispensaire, il y a plusieurs années. Ils se rendaient jusqu'à Tadoussac en barque, ton père? Oui, c'est En moteur? Ouais. Donc les gens ils se promenaient quand même assez loin. Puis il a frappé une tempête, puis ça a disparu 4, on n'a jamais rien trouvé. Il était quatre? Le voisin, son garçon qui était du même âge que mon frère, 8 ans, puis mon père. T'avais quel âge, toi? Moi j'avais 20 ans, c'est en 1964. Oh, des très Puis conscient. moi je l'ai appris par les médias. Par les médias. On a fait des recherches longtemps. Même le printemps suivant. 65.
Mais c'est bizarre, hein? Les corps ne reviennent pas, le Saguenay ne redonne pas les corps. Il est profond. Ben, ça descend, courant. Hein? Et ensuite, c'est découvert. Oui, mais les profondeurs, c'est bûche. Parce que moi, chez nous, où je demeurais, un lac, quand il y a eu une noyade, c'est 2 jours plus tard, il remonte de surface. Il a remonté le petit garçon. Mais dans le Saguenay de même, c'est différent. Oui, oui, oui. On parle d'autres choses. On va avoir les crevettes, c'est des petites crevettes, on va avoir un ménage. Ah oui. C'est voilà. Merci. Hey, merci, passionnant. tellement Merci précieux. beaucoup. Et merci Marie-Brunet d'avoir immortalisé ça. Attends. Moi, je vais vous faire faire C'était un passionnant. CD, le DVD, puis d'écouter ça. Là. Oui, alors, merci. J'espère que ça marche. Toute une bibliothèque, c'est oui. Là, c'est l'histoire. On va remonter dans le temps. Là. J'ai besoin de me rafraîchir le mémoire aussi. Hein. Ah, mais merci. C'est formidable. C'est le chanceux, alors, ça doit être-